connais bien ce travail, puisque ce sont deux chercheuses de notre équipe. Donc, éducation et développement durable, la difficulté de concevoir une action éducative interdisciplinaire. Donc, voilà grosso modo le plan de la présentation, mais chaque point sera très brièvement évoqué. L'objectif de ce travail, le contexte institutionnel, la problématique, bon, vous voyez, etc. L'objectif, en 2 mots, il s'agit de cerner les obstacles à la mise en place d'une action éducative interdisciplinaire vue du point de vue des futurs enseignants. Vous allez voir, il s'agit de la dernière génération de professeurs stagiaires en IEFM, donc l'année 2009-2010. Et à partir de quoi, en utilisant quel type d'outil? L'outil de l'étude des représentations sociales du développement durable et de l'éducation au développement durable. Autrement dit, l'outil, ce sera celui de l'analyse des représentations sociales utilisées dans une perspective éducative, voire didactique, là en l'occurrence éducative. Le contexte institutionnel que vous connaissez, donc je serai bref. Donc ce contexte institutionnel, qu'il soit international ou national, requiert une démarche interdisciplinaire. On peut se référer donc au document de l'UNESCO que vous avez sous les yeux, qui termine en disant « Pour ce faire, il conviendrait d'adopter une démarche holiste et interdisciplinaire. » De même, au niveau national, les textes récents, qui sont renouvelés depuis peu de temps par la 3e étape 2011, d'octobre, insistent, en tout cas les 2 petites citations choisies par mes 2 collègues, disent pratique de la codisciplinarité. Donc il faudrait qu'on s'interroge aussi sur inter, trans, etc. Trans d'ailleurs, qui j'ai lu avec intérêt dans l'interview de René Passet, qu'il y avait une question sur ce terme et qu'il se référait à Bazarat Nicolescu, qui, dans transdisciplinaire, voit à la fois à travers, ensemble et au-delà, ce qui donne une vision particulièrement riche de ce que pourrait être la transdisciplinarité. Là, on nous demande donc de faire de la codisciplinarité ou de l'interdisciplinarité. La problématique de ce petit travail, qui est un travail exploratoire, vous allez voir, s'appuie d'une part sur la problématique des questions socialement vives, que nous avons déjà évoquées à plusieurs reprises. Une question socialement vive, d'après notre définition, c'est une question qui fait débat, on va dire, dans la société, qui fait débat également dans les références des savoirs scolaires, que ce soit des savoirs de type savant, des pratiques sociales ou des pratiques professionnelles, et s'il est vif dans les 2 autres genres de savoirs, alors potentiellement, il peut poser des problèmes particuliers à l'enseignement. Voilà en gros une définition extrêmement rapide que vous retrouvez donc particulièrement dans le livre collectif qui vient de sortir. L'enseignement des questions socialement vives implique donc une posture épistémologique donc le donc est de trop, une posture de type socio-constructiviste, c'est-à-dire, pour aller vite, de co-construction de savoir. Se référer là aux théoriciens socio-constructivistes et puis aux praticiens et aux pédagogies de type socio-constructiviste, travail éventuellement en petits groupes, en tout cas débat entre pairs, etc., etc. Et qui rompt avec la pratique encore très dominante, quelle que soit la discipline. Là, elles ont pris une citation de Nicole Toguillon, qui est une didacticienne de l'histoire, qui dit que le modèle pédagogique actuellement extrêmement dominant encore, et non seulement en histoire, c'est un modèle positiviste où dominent les savoirs scolaires. C'est-à-dire, il y a une vérité qu'on emprunterait, qu'on transposerait des savoirs savants, et qu'il s'agirait d'enseigner, de transmettre aux élèves. Alors que le traitement interdisciplinaire permettrait, en tout cas, de faire autre chose, et éviterait, l'emploi conditionnel, un risque d'usage idéologique du discours scolaire pour imposer des visions certes scientifiques, mais aussi d'imposer de manière plus ou moins sournoise, ce que nous disions ce matin dans l'autre atelier,
sur comment, en quelque sorte, permettre la durabilité du système actuel. Donc, d'imposer une vision du monde, serait-ce de manière sournoise. Mes collègues donc s'appuient sur une démarche qui a pu faire ses preuves, et en tout cas qui est expérimentée depuis pas mal de temps, et en particulier celle qui s'appuie sur les travaux de Gérard Fourez, ce qu'il appelle les îlots de rationalité, à savoir que la rationalité ciblée en quelque sorte, contextualisée et mise en place pour essayer de traiter une question particulière, en prenant de différentes manières, de manière donc transdisciplinaire. Donc cette interdisciplinarité qui est préconisée, prend en compte non seulement les savoirs scientifiques disciplinaires, mais aussi toute autre forme de savoir, c'est-à-dire des savoirs de type, alors quelquefois ce qui est appelé savoir naturel très improprement, en fait des savoirs sociaux déterminés en bonne partie par les milieux d'appartenance des acteurs, qu'ils soient les élèves et aussi les profs, les parents, etc., etc. La mobilisation donc des savoirs disciplinaires reste néanmoins très importante, dans le sens où elle permet de problématiser, de questionner, de problématiser. Elle pourrait permettre de questionner, problématiser ces questions dites socialement vives. Évidemment, ces questions, cette manière d'enseigner ne correspond pas, en tout cas pour l'instant, à la majorité de ce que demandent les curriculums, de ce que suggèrent les curriculums et de ce qu'on peut savoir des pratiques des enseignants. Donc, l'idée, c'est de savoir ce que les enseignants, alors là, en l'occurrence des enseignants en formation, un petit groupe, vous allez voir, qui n'est pas très nombreux, ont dans la tête, je dirais pour aller vite, sur ce qu'on leur demande d'enseigner concernant le développement durable et la manière dont ils peuvent l'enseigner. Le cadre théorique, l'outil dont on va se servir, repose sur l'analyse structurale des représentations sociales, c'est-à-dire c'est l'une des écoles principales qui travaillent sur la représentation sociale, dite école d'Aix, ça tombe bien puisque nous sommes à Aix. Donc toute représentation sociale est organisée autour du noyau central, c'est la théorie du noyau central quelquefois, et ce noyau central, s'il existe, donne sa structuration, structure l'ensemble de ce système de pensée, cette forme de connaissance. Et c'est donc ce noyau central qui donne sa cohérence, sa force, sa résistance, la signification de l'ensemble de cette manière de penser les choses, alors que les zones périphériques, vous allez voir tout à l'heure sur l'exemple comment ça se joue, alors que la zone périphérique représente une sorte d'interface moins solide qui redouble en quelque sorte ce que dit le noyau central, mais qui est moins résistant, et dans une perspective donc pédagogique et didactique, qui serait potentiellement moins résistante si l'on trouvait des obstacles, parce que c'est l'objectif, dans cette zone. Alors que si on en trouve dans le noyau central, il risque d'y avoir beaucoup plus de problèmes de résistance. La méthodologie. Une enquête par questionnaire, alors très exploratoire et peu significative, puisqu'il n'y avait que 19 professeurs stagiaires. Donc, si on vous la présente, c'est parce que les résultats, en fait, sont proches de résultats d'enquêtes qui existent déjà, que nous continuons, que d'autres ont faites, et qui aboutissent, grosso modo, aux mêmes résultats, même s'ils sont évidemment critiquables, etc. Donc, 19 professeurs stagiaires de différentes disciplines, de sciences humaines et sociales, vous avez la liste là, ainsi que des documentalistes. 2 questions, ce qu'on appelle d'évocation spontanée, et une question qu'on appelle de confirmation, réfutation, etc., qui essaie de voir, à vérifier ce qui a été dit dans les questions d'évocation, sur lesquelles je vais revenir après. Et ensuite, un entretien semi-directif avec 2 de ces professeurs stagiaires, en l'occurrence des professeurs documentalistes, qui ont une vision assez large et non disciplinaire, justement, de ce type d'enseignement. Voilà en gros donc le dispositif méthodologique. Light. Donc, c'est pourquoi il faudra prendre beaucoup de précautions sur l'analyse des résultats. Alors, première question, quel mot ou expression, alors, dans la théorie,
dite d'Aix, enfin dans l'école d'Aix des représentations sociales, la première question est toujours, au moins dans l'une des méthodologies principales, quels mots ou expressions vous viennent à l'esprit quand vous entendez le mot développement durable, en l'occurrence là, bravo, donnez au moins 5 et au plus 10 mots ou expressions. Voilà. Et donc, la première question était, quels mots ou expressions vous viennent à l'esprit quand vous entendez le mot développement durable? On utilise un outil relativement simple qui croise la fréquence et le rang. C'est-à-dire que vous obtenez un nombre de mots, expressions. Alors, les regroupements ne sont pas toujours extrêmement simples à faire, mais supposons. Et on fait ensuite une représentation en 4 cadrans, grosso modo, où vous avez dans le premier, ça fait rien, dans le premier en haut à gauche, donc au nord-ouest, vous avez les candidats au noyau central de la représentation. C'est-à-dire que les mots qui se trouvent dans ce premier cadran sont ceux qui arrivent le plus fréquemment et dans les premiers rangs. Par exemple, environnement a été cité 11 fois et en moyenne au rang numéro 2-5. Comment construit-on ce tableau? Je termine. Vous avez, pour situer les cadrans, d'abord, en ce qui concerne la fréquence, souvent il y a une coupure, une sorte de saut, entre, mettons ici, 9 et ensuite on passe à 6 ou 7, dans les fréquences. Sur le nombre, ça joue moins, mais sur des grands nombres, c'est important. Et on calcule le rang moyen-moyen qui permet de délimiter horizontalement. Et on a comme ça 4 cadrans, lorsque ça fonctionne, qui valent ce qu'ils valent. Il ne faut pas non plus trop pinailler sur des petits effectifs, évidemment. Mais que voit-on? Que lit-on? On voit que environnement et écologie apparaissent comme des candidats au noyau central. Autrement dit, s'il y a une représentation du développement durable, et on peut répondre oui, puisque beaucoup de travaux ont été faits et montrent qu'il y a en effet une représentation sociale. Et ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas, puisque c'est un enjeu social de plus en plus pour les sujets sociaux de nos sociétés. Donc il ne peut pas ne pas y avoir de représentation sociale, sauf pour les petits-enfants, etc. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'on obtient environnement, écologie, déchets, certes, donc des éléments, alors si on raisonne en termes de les 3 piliers, environnement, oui. Regardez, économie se trouve beaucoup plus loin, dans le 4e cadran, et société se trouve dans le 2e cadran, loin également. Autrement dit, on voit que très massivement, la réponse est une réponse en termes de environnement. Environnement redoublé par écologie, redoublé par déchets. Donc les sujets insistent fortement sur « c'est ça pour moi, c'est ça ». Si l'on leur pose la question, quels mots ou expressions vous viennent à l'esprit quand vous lisez, ou quand on vous dit « éducation et développement durable » pour des jeunes enseignants, voilà ce qu'ils répondent. Alors maintenant que vous avez compris comment ça marche, ce qui vous interpelle évidemment, c'est le trou. Il n'y a rien dans ce qui serait des candidats possibles au noyau de la représentation. Ça veut donc dire que, probablement, il n'y a pas de représentation sociale de l'éducation et développement durable chez les jeunes enseignants. Ce qui est logique. C'est une pratique, ils peuvent avoir des opinions, mais une véritable représentation sociale structurée de l'éducation et développement durable, ça n'a pas le lieu d'être une véritable représentation sociale. Néanmoins, cet outil nous donne quand même quelques renseignements intéressants, à savoir que ça nous dit, lorsqu'on pose cette question à des jeunes enseignants de différentes disciplines, alors qu'est-ce qui ressort? Eh bien, il ressort que c'est l'élément de citoyenneté, d'éducation à la citoyenneté, de responsabilisation sur l'environnement, où l'on retrouve quelque chose qui était déjà apparu sur le développement durable. On nous demande donc d'éduquer l'environnement, en quelque sorte, si je résume un petit peu rapidement, dans une perspective de responsabilisation. Pour essayer de voir si ils insistent, et s'il y a des choses qui sont précisées, réfutées, confirmées, on propose une liste d'items. Ces items ne sont pas faits au hasard. Ils sont faits dans un second temps lorsqu'on a analysé les premiers résultats. Et donc on reprend un certain nombre de choses qui sont des résultats dits par les profs en question, et on en ajoute d'autres qui n'apparaissent pas et qui nous étonnent. Donc on fait une liste de choses qui existaient déjà ou pas. Voilà ce que l'on obtient.
Ce qui est remarquable d'abord, regardez la moyenne. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse qui a été fortement mis en numéro 1 par tout le monde, puisqu'on n'a rien comme moyenne en dessous de 3. Ça veut dire qu'il n'y a quand même pas quelque chose qui ressort beaucoup plus que les autres. Par contre, les 3 premières propositions, qui arrivent en premier rang, se poser de bonnes questions. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est pas évident. Contribuer à acquérir des valeurs éco-citoyennes, c'est clair, et ça confirme ce que nous disions. Modifier les comportements des élèves, ça ajoute quelque chose de plus. Ça veut dire donc que l'éducation au développement durable, on le conçoit, nous, jeunes enseignants, comme contribuer donc à des valeurs citoyennes, et en particulier en modifiant le comportement des élèves. Par contre, ce qui n'apparaît quasiment pas, identifier les éléments en débat, prendre des distances avec la réalité sociale, une sorte de recul problématisé, si vous voulez, identifier des approches théoriques, c'est quasiment jamais dit, ou alors au tout dernier. Voilà ce qui confirme et précise un certain nombre de choses sur ce que ces étudiants, c'était plus étudiants, ces professeurs stagiaires disaient. Lors de l'entretien avec les 2 professeurs documentalistes, qu'est-ce qu'on obtient de plus? La difficulté d'abord de concevoir une action interdisciplinaire, bien que ce soit l'objectif explicite, et l'injonction curriculaire. Des extraits d'entretien que donnent mes 2 collègues. L'environnement est abordable par tout le monde. Par contre, l'économie, alors parce qu'on leur demandait, mais pourquoi est-ce que vous ne parlez que de l'environnement et que vous ne dites pas l'économie et le social? Ouh là là, il y en avait 1 ou 2 économistes dedans, mais les autres, non, c'est pas mon domaine. Donc on se réfugie dans ce que l'on, logique, dans ce que l'on connaît, dans sa spécialité. Il y a conflit de savoir, et ça, c'est affaire des profs d'éco. En ce qui concerne le social, oh là là, c'est difficile à aborder, et les enseignants en général, discours des documentalistes, ont beaucoup de mal à comprendre. Logique aussi. L'éducation est également fortement centrée sur les petits gestes. Alors, avec une pédagogie des petits gestes, disent ces documentalistes, en essayant d'expliquer pourquoi les autres ont répondu ça, il y a moins de risques, l'enseignant va mettre en place des petits gestes du quotidien, c'est plus facile que des projets lourds. Certes, c'est un principe de réalité en quelque sorte. Et ils ajoutent, plein de petits gestes finiront par avoir un impact sur la planète. Discussion en termes d'obstacles, puisque la question c'était est-ce qu'on peut repérer des obstacles, voire des appuis, à l'EDD, à l'interdisciplinarité dans l'EDD. D'abord, il y a une hiérarchie des savoirs, c'est-à-dire il y a des savoirs disciplinaires et puis les savoirs qui sont transdisciplinaires, adisciplinaires, codisciplinaires, mais certains enseignants voient ça comme adisciplinaire, éducation A, donc hiérarchiquement moins valorisé par le système éducatif français du secondaire, qui est extrêmement hiérarchisé et disciplinarisé, comme l'ont dit plusieurs intervenants déjà. Focalisation, c'est un terme de psychologie sociale, sur l'environnement, c'est-à-dire que lorsque l'on demande ce qu'ils pensent d'eux, eh bien, les réponses et les représentations sont focalisées sur l'environnement et non pas au détriment des autres formes, des autres manières d'appréhender le développement durable et l'éducation au développement durable. L'absence de problématisation, c'est-à-dire on va enseigner des petits gestes de manière comportementaliste et puis bon ben on aura fait notre boulot. Après, bon, on verra. Et donc cette éducation, comme je le disais là, est de type comportementaliste en disant bon, ça finira bien par déboucher sur des choses intéressantes pour la planète, et puis pour le reste, c'est pas mon boulot, en quelque sorte. C'est une étude exploratoire en quelque sorte. Simplement, ce que l'on peut dire, c'est que l'on y retrouve des confirmations. Alors, dans les travaux qu'on a continué à mener, et Agnieszka Jezorski fait une thèse, elle est relativement ancienne, la moitié de sa thèse à peu près sur ces types de questions, elle retrouve aussi ces mêmes résultats, qu'on retrouve également dans des travaux, par exemple, de Garnier et Sauvé au Québec, que l'on retrouve dans énormément d'autres enquêtes sur la protection sociale qui sont faites par des gens à Montpellier, à Aix, etc. C'est-à-dire que développement durable, c'est d'abord, essentiellement et quelquefois uniquement l'environnement. Et
quand on enseigne l'éducation au développement durable, l'éducation au développement durable, c'est d'abord, et c'est préconisé par les injonctions curriculaires, des petits gestes. Même s'il y en a d'autres qui vont plus loin, mais disons, on a une image en quelque sorte, même si l'enquête est exploratoire, mais elle est confirmée par beaucoup d'autres, sur cette vision, je dirais, mais non, de manière non péjorative, étriquée du développement durable et l'éducation au développement durable. Merci.